Marie Clavaguera-Prats, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui autour de Réparons-nous à la Comédie Poitou-Charentes, dans le cadre des productions de la Comédie Poitou-Charentes, donc le Centre dramatique national à Poitiers. Tu es directrice artistique de la compagnie La Lanterne, metteur en scène de théâtre, et par ailleurs donc artiste associée à la Comédie. On va parler donc brièvement de ce projet de Réparons-nous qui est issu d'une collecte de récits et d'un texte original de Laure Bonnet. Et du coup, ma première question, naturellement, dans le cadre de cette association au CDN, c'est comment on peut répondre à une commande de mise en scène. Alors, comment on peut répondre de plein de façons possibles, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on peut y mettre. Par exemple, effectivement, quand je vais travailler pour la compagnie La Lanterne, tout est porté de A à Z par moi et l'équipe que j'ai constituée. Mais lors d'une commande qui vient de la comédie, là pour le coup, en tant qu'artiste associé, comment y répondre en fait de façon plutôt légère. C'est-à-dire, une commande permet d'aborder le travail avec une insouciance, c'est-à-dire de ne pas porter la production, de ne pas porter tout un tas de problématiques, et qui permet d'avoir le luxe de pouvoir travailler en toute liberté, en toute détente. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Et voilà. Après, il y a la question aussi de, clairement, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est commandé, comment y répondre. Alors là, pour le coup, sur Réparons-nous, ça a été une commande aussi d'un projet autonome, léger, et voir, parce qu'effectivement, on nous donne, vous m'avez donné à toute l'équipe un cahier de charges très précis, et comment ne pas se faire happer par des problématiques budgétaires qui étaient posées dès le début, des problématiques techniques, comment ne pas se faire happer. Là, moi je trouve que c'est assez ludique en fait, de travailler là-dedans de façon inventive. Ça permet vraiment de faire des choses qu'on ne ferait jamais. C'est vraiment d'avoir cette liberté-là, c'est très très rare. Et cet espace de liberté, il est aussi contraint parce que un des principes de la commande, c'était le seul en scène. Oui. Alors comment toi, en tant que metteur en scène, tu abordes dans les projets de mise en scène, de scénographie et de direction d'acteurs, le seul en scène? Seul, mais dans le sens où, effectivement, comment on travaille. Moi, j'ai toujours travaillé avec plusieurs acteurs au plateau, que ce soit circassiens aussi, danseurs. J'ai aussi par ailleurs travaillé sous la casquette d'assistante en étant constamment avec des équipes nombreuses. Et donc j'avais jamais travaillé avec un ou une comédienne. Et là, effectivement, il y a des gros moments de solitude parce que le temps de travail, une comédienne ne peut pas travailler de 8 heures par jour comme ça, de façon simple. Moi non plus. J'ai besoin de rêver aussi, de pouvoir voyager avec, d'avoir des temps de repos qui permettent en fait quand on travaille avec plusieurs. Et là il y a vraiment, par contre le seul en scène permet d'aller fouiller un intime. Et il y a vraiment une relation qui se crée, qui est très douce, très belle, entre l'acteur, là pour le coup c'est une actrice, c'est Sylvie Tran, et moi-même, où il y a vraiment un rapport d'effet miroir qui se crée, vraiment, on doit très vite rentrer dans une communication douce, sensible sur comment moi je travaille, ce que je visualise, comment elle travaille, et je ne pourrai jamais la forcer ou lui demander d'aller ailleurs. Je suis obligée, là pour le coup, de travailler à partir d'elle. Ce que je fais évidemment dans d'autres créations quand il y a plusieurs personnes au plateau, mais là, lutter, ça serait un enfer. Aller contre ou aller à un endroit dans lequel, au final, je me rends compte qu'au bout de 3 jours, ce n'est pas forcément ce que... ça ne peut pas rentrer dans son corps sur un plateau. Donc ce rapport de force-là, qui arrive plein de fois, est impossible. Et donc c'est cool. C'est plutôt heureux, c'est chouette et c'est détendu de se dire, ben voilà, ça travaille vraiment dans une intimité sans force. Ce qui est plutôt heureux.
Alors pour rentrer du coup dans le cœur du projet artistique, donc Laure Bonnet a travaillé sur un texte autour des soignants. Et donc on va suivre le parcours d'une soignante. Quel est toi, en tant que femme citoyenne, ton rapport à ce monde des soignants ? Je crois que... Alors il y a le milieu professionnel des soignants. Après il y a le milieu des soignants. Et effectivement on est tous soignants de quelqu'un. Je me suis jamais lancée dans une école d'infirmière, enfin j'ai jamais fait cette chose-là. En dehors, une fois, j'ai eu une expérience professionnelle, on va dire, à 20 ans, où j'ai accompagné un groupe de vacanciers handicapés. Et effectivement, là, j'ai été amenée à faire des douches, des toilettes. Mais c'est pas cette chose-là qui m'a animée dans cette mise en scène-là, ou dans la volonté d'essayer d'en tirer... Ce qui était vraiment primordial pour moi, c'est le fait qu'on est tous soignants de l'autre. Mais l'autre en règle générale. Dans notre société, on s'implique obligatoirement en étant soignant d'une autre personne, accompagnant. Et on est aussi soigné par une autre personne, ce qui est le propos de la pièce, où effectivement on assiste au parcours intime d'une personne qui est officiellement soignante, mais on se rend compte qu'elle est soignée aussi par la collectivité pour arriver à soigner la collectivité. Et qu'elle est vraiment... C'est pour ça qu'il y a vraiment cette chose sur ce rapport au titre, réparons-nous en point d'interrogation. Il y a vraiment, comment se réparer collectivement, point d'interrogation, que les gens s'emparent de ça. Et c'est vraiment une boucle obligatoire. Pour qu'il y ait vraiment le soignant, on est obligatoirement dans un... Le soignant est soigné, qui soignera le soignant, qui etc., etc. Voilà. Dans ce rapport qui est posé justement autour du soin et à la question, donc effectivement au point d'interrogation qui souligne le titre, on traverse aussi la thématique de la vocation. Qu'est-ce que la vocation ? Qu'est-ce que ça raconte ? Et comment tu as réussi ou tu as cherché à l'aborder ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on s'en empare ? Comment on l'apporte ? La vocation, ça peut être soit positif, soit négatif. On peut aussi lutter contre une vocation ou une vocation écrasante. Et c'est ce qu'on a aussi exploré dans le parcours de cette Virginie Espelard, qui très vite, sa mère lui dit lui met un peu sa vocation sur les épaules, et ça en devient une charge extrêmement lourde. Et à un moment, ça fait du bien aussi de se l'approprier. Et donc moi, c'est tout ce travail-là qui m'a vraiment intéressée sur la vocation, mais après, on peut avoir tous une vocation, par exemple, de questionner aussi... une vocation, par exemple, d'artiste, une vocation de comédienne. Effectivement, ça l'est, mais qu'est-ce qu'on en fait ? La vocation reste toujours une chose cérébrale, intellectuelle, mentale, et qui peut se contredire aussi dans la réalité. Qu'est-ce qui fait que aussi l'extérieur nous renvoie à notre vocation ? Par exemple, moi, j'ai la vocation d'être metteur en scène, mais pour l'instant, je le fais. Mais comment on nous renvoie cette vocation ? C'est une vocation intime. Et comment, en face, on peut la vivre.